2. J'avais loué le château de l'Escarayole, ce qui était une erreur à tous les points de vue, sauf au point de vue de la joie de vivre. Si, au sommet d'une montagne, d'où l'on découvrait la mer jusqu'aux extrémités de l'horizon, et surplombait la côte ébréchée de 400 mètres de hauteur, je pouvais à droite compter de sa terrasse les calanques de Carry-le-Rouet au Cap Couronne, et au-delà, suivre à l'œil nu les fumées noires de Port-Saint-Louis et les côtes blanchâtres et jaunâtres de la Camargue qui s'estompaient en direction du Grau-du-Roi. À gauche, jusqu'au promontoire de Niolon, un désordre fou de montagnes pelées, de rochers abrupts, de ravines, de crêtes, de plis d'ombre, de coups de soleil qui rabotaient les plans. Et de l'autre côté de la baie, qui s'évasait derrière la chaîne en accordéon de l'Estac, à une vingtaine de kilomètres à vol d'oiseau, Marseille, avec son rocher de Notre-Dame-de-la-Garde en silhouette, et plus loin encore, un grand bloc cubique qui masquait l'entrée du petit port de Cassis. Derrière moi, un cirque de pierres aux parois verticales, chauffées à blanc dans la journée, et d'où montait la nuit, comme d'une cassolette, le baume des pins et les bouquets des lavandes, des romarins, du myrte et des genêts. À mes pieds, dur et à contre-jour sur la luminosité des vagues, la côte festonnée, presqu'île, îlot, plage biscornue, crique, éboulis, roches glissantes, écueils dentelés, ourlets de pins tordus, d'un enchevêtrement d'yeuses, de lentisques, de tamaris, de grands cactus échancrés, sertis d'écume blanche. En face de moi, la double sphère du ciel et de la mer, avec au centre le phare de Planier. De château, l'Escarayole n'en avait que le nom. C'était une simple maison carrée à un étage, au toit plat, solidement bâtie, massive, trapue, aveuglée sur 3 faces à cause du Mistral, mais percée d'une porte et de grandes fenêtres jumelées au midi, ouvertures qui se fermaient avec des volets de fer. Au rez-de-chaussée, il y avait une cuisine provençale, à gauche en entrant, et une salle à manger à droite. À l'étage, il y avait 2 chambres, une grande et une plus petite. J'installai ma machine à écrire dans la grande et mon lit dans la petite. Je poussai la table devant la double fenêtre et me mis immédiatement à écrire 3 lignes. Les 3 premières lignes de mon dernier chapitre, histoire de me souhaiter la bienvenue et bon travail dans cette maison. Puis je bouclai tout et descendis à la Redonne chercher une femme de ménage, car la maison n'avait pas été habitée depuis 25 ans. Ce furent là les seules et uniques lignes que je devais écrire à l'Escarayole, malgré les sommations de mon éditeur qui s'impatientait. Un écrivain ne doit jamais s'installer devant un panorama, aussi grandiose soit-il. J'avais oublié la règle. Comme saint Jérôme, un écrivain doit travailler dans sa cellule, tourner le dos. On a une page blanche à noircir, écrire est une vue de l'esprit. C'est un travail ingrat qui mène à la solitude. On apprend cela à ses dépens, et aujourd'hui je le remarque. Aujourd'hui je n'ai que faire d'un paysage, j'en ai trop vu. Le monde est ma représentation. L'humanité vit dans la fiction. C'est pourquoi un conquérant veut toujours transformer le visage du monde à son image. Aujourd'hui, je voile même les miroirs. Tout le restant est littérature. On n'écrit que soi. C'est peut-être immoral. Je vis penchée sur moi-même. Je suis l'autre.